Toi, Christophe, les performances individuelles que tu retiendrais côté anglais, quelles seraient-elles? Alors, il y a aussi le doublé de passe D de Luke Shaw, qu'on n'a pas mentionné jusque-là. Il y a Calvin Phillips qui est sorti en toute fin de match, non pardon, plutôt que ça, à la 65e, alors qu'il avait fait toutes les minutes jusque-là. Il y a l'entrée de Sancho, il y a Maguire qui claque sa tête. Alors je pense qu'en termes de duel aérien, il est quand même pas mal une fois de plus. Je vais essayer de trouver ça. Voilà, mais quel nom garde ton attention, retient ton attention? Je vais dire Luke Shaw quand même, 2 passes décisives et au-delà de ça, à partir du moment où tu as quelqu'un, c'est sur la lancée de sa saison, hein, mais où tu as quelqu'un qui est aussi talentueux pour faire des centres dans la boîte et que tu as Kane pour les mettre au fond, j'ai envie de dire que le U, il est moins gênant qu'il ne peut être chez d'autres équipes. C'est-à-dire que globalement, en fait, je pense que pour moi, la vraie force de cette équipe, enfin, je dis rien d'incroyable, hein, mais c'est d'avoir une solidité défensive avec des profils qui individuellement sont pas tous incroyables, mais c'est très bien protégé, c'est très solide, ça coulisse bien, voilà. Et ensuite, tu mets la balle sur les côtés, tu as des ailiers de percussion qui vont jouer le 1 contre 1, qui finissent régulièrement par passer. Et quand ils jouent pas les 1 contre 1, tu as des doublements des latéraux, ça c'était surtout contre l'Allemagne, mais là ça arrive aussi sur le deuxième but de Kane, où le latéral va prendre l'espace tandis que l'ailier se recentre, tu peux centrer, et il y aura de la présence dans la surface. Mais tu as vraiment ce truc-là quand même, où sur ce match-là, Stones, Maguire, Phillips, Rice et même Mount, c'est vraiment le côté, on est à 5 dans l'axe et on vous verrouille cette partie-là. Je pense que Mount peut, en gros, être une solution pour écarter, pour sortir légèrement du U, que ton U, la base du U soit pas trop basse, quoi, que tu puisses quand même toucher quelqu'un un petit peu dans cette espèce de zone 10. Mais sinon, ça se joue un petit peu sur Walker, mais lui, il est surtout là pour apporter de la vitesse. Mais Sancho, Sterling, les ailiers, et Shaw, le latéral gauche, avec la présence de Kane dans la surface, qui monte quand même en puissance. 2 buts, il y a une volée qui, si Boucha n'est pas dessus, ça peut faire un très joli but, une très belle lucarne. Il y a quand même là-dessus, pour moi, un vrai truc qui est... c'est une question que je vais vous poser d'ailleurs. Je vais juste vous donner la liste des joueurs sur le plan offensif de l'Angleterre. Et vous allez me dire sincèrement, vraiment sans hyperbole, combien de joueurs encore restants dans les 3 autres équipes, donc les Espagnols, des Italiens et des Danois, sont meilleurs que ça. Donc je vous fais une petite liste, on va dire sur milieu offensif attaquant. Foden, Grealish, Mount, Saka, Sancho, Calvert-Lewin, Kane, Rashford, Sterling. J'ai envie de dire, moi comme ça, vraiment sans trop réfléchir, je sais pas si tu prends vraiment, on va dire, la valeur moyenne sur les 2 dernières années, pas la forme du moment. Je pense pas qu'il y ait un offensif danois qui soit au-dessus de quasiment un seul de Non, ces joueurs-là. En Espagne, tu peux argumenter du Gérard Moreno, Morata, je le mets à peu près au niveau Calvert-Lewin. Sarabia, non. Italie, Insigne peut se mettre dans la discussion avec c'est le l'un ou seul, ouais. l'autre, Immobilier sur mais les stats, mais immobilier sur pas les sur stats, le mais tout jeu. ça pour dire que tu as un réservoir qui est quand même colossal, et on parlait hier du manque de numéro 9. Alors là, de vrai 9, Rashford peut jouer en pointe haute, mais t'as Kane, mais Kane est largement au-dessus T'as des autres Calvert-Lewin quand intrinsèquement. même. Mais à partir du moment où en fait tu as une telle solidité défensive, pour moi, avec tous ces joueurs-là, tu arriveras toujours à te trouver un homme providentiel pour gagner les matchs en fait. Et justement, sur les dribbles, là j'étais en train de regarder la stat de dribble, parce que là aussi l'Angleterre a largement dominé l'Ukraine avec 12 dribbles réussis contre 3. Bah, évidemment, les deux premiers, c'est Sancho et Sterling. Mais quelque part, c'est eux qui jouent, Flo, mais enfin, Foden pourrait lui aussi dribbler, Grealish pourrait lui aussi dribbler. Et c'est vrai que Christophe faisait la comparaison avec d'autres équipes. On avait comparé un peu le réservoir anglais et français. Et la France a perdu ses dribbleurs petit à petit. Dembélé s'est blessé, Coman s'est blessé plusieurs fois, notamment en huitième de finale. Mais là, l'Angleterre a 5-6 dribbleurs dans son effectif et l'Italie en a un. Un et demi si tu considères que Chiesa peut éliminer, peut-être. Oui, ils ont perdu Spinazzola en plus, qui pouvait Ils être ont une autre perdu source de dribble Spinazzola. derrière. L'Espagne a Ferran, dire que ça t'en fait un. Et Dani Ouais, Olmo. encore. Dani Et Olmo Adama en qui, rouge. Adama, et oui, c'est Adama vrai. qui joue pas. Adama qui joue pas. Bon, le Danemark a pas vraiment de profil dribbleur. C'est plus des joueurs qui jouent entre les lignes ou qui font des appels. Donc c'est. T'as Meile. Ouais, t'as Meile. Oui, après, si tu vas chercher à d'autres postes, en Italie, t'as Verratti qui dribble aussi. Oui, Sur ouais. d'autres postes, hein. Mais, Ouais. Je pensais au 1 contre 1 dans les 30 derniers mètres, mais c'est vrai oui, que bien c'est. sûr, bien sûr. Bah, je sais que tu as
une comparaison à faire entre l'équipe de France de 2018 et cette équipe d'Angleterre. Et c'est vrai que c'est deux équipes qui comportaient beaucoup de dribbleurs. Après, le chiffre de 12 dribbles n'est pas gigantesque non plus. Hein. Là, je dis 12, ils ont largement dominé, mais ils ont largement dominé parce que l'Ukraine n'a pas de joueurs qui savent dribbler en fait. Donc il y a Yarmolenko, mais qui jouait pas forcément dans sa zone préférentielle. Mais justement, cette filiation 2018 France et 2021 Angleterre, tu la vois comment? Bah, je la vois simplement parce que là, face à l'Ukraine, en fait, par moment, je me suis dit, l'Angleterre maîtrise, etc. Mais si l'Angleterre, en fait, c'est juste parce que je me fais la réflexion. Mais s'ils accélèrent face à l'Ukraine, réflexion faite évidemment en première mi-temps, puisqu'ils ont accéléré en deuxième. Mais ils leur en mettent 3, en 15 minutes et c'est réglé. Et quand Christophe, on l'évoquait tout à l'heure, il y a ces 7-8 minutes de flottement où tu vois les Ukrainiens qui s'approchent, etc. Où tu te dis, tiens, s'il y a un truc qui merde, l'Ukraine peut égaliser et puis ça peut relancer le match. Et en fait, c'est un sentiment que tu pouvais ressentir quand l'équipe de France affrontait des équipes plus faibles, mais parce qu'elle était plus dans la gestion, dans la maîtrise de ce qu'elle sait faire et qu'elle n'allait pas forcément chercher tout le temps à avoir la balle, qu'elle n'allait pas forcément chercher tout le temps à prendre des risques et à faire parler justement la supériorité de ses individualités, mais plus à rester dans le contrôle, elle restait à portée d'une équipe a priori plus faible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'est en ça que je vois une filiation entre les deux, même si, pour le coup, à l'inverse de l'équipe de France, en deuxième mi-temps, ils ont accéléré. Bon, quand ils ont accéléré, ils ont mis 3 en 5 minutes, enfin 2 en 5 minutes et 3 en 15 ou 18, et c'était réglé. Mais c'est vrai que c'est une réflexion que je me suis faite surtout sur la première période, pour le coup. Ça n'a pas forcément survécu aux 90 minutes derrière.